Je suis connecté. Adil, merci beaucoup. Excellent, tout simplement excellent. Rien à dire. Donc, vous l'avez dit, ce soir, on a des orateurs exceptionnels. Merci, Adil. Alors, J'espère que ça n'a pas été trop long. ça méritait, hein. Dania, à ton tour. Merci à Hassan, merci Saïd, merci à Lamkar et à vous tous d'être là ce soir et puis de me donner l'opportunité donc de parler des cardiopathies restrictives et des nouvelles données concernant ces cardiomyopathies. Donc les cardiomyopathies restrictives, vous voyez, elles font partie donc de la classification des cardiomyopathies. Ici, c'est les recommandations européennes. Donc elles s'appellent RCM et donc on peut distinguer les hypertrophiques, les dilatées, les arythmogènes, les DVDA, les non classifiés et les cardiopathies restrictives. Quand on regarde cette classification, elle se distingue en deux types. Donc pour toutes les cardiopathies, les formes en fait familiales, donc héréditaires, génétiques, et puis les formes acquises. Donc vous voyez dans ces formes familiales, vous reconnaissez dans les cardiopathies restrictives les formes sarcomériques, puisque les mutations dans les gènes du sarcomère peuvent donner bien sûr des CMH que vous connaissez tous, qu'on appelle CMH, cardiopathie hypertrophique sarcomérique, mais également des formes restrictives. Et je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples d'avancées, notamment sur des mutations de la troponine I qui donnent tout à fait ce type de cardiopathie restrictive. Il y a les amyloses dont on va reparler, puis après il y a d'autres formes comme l'hémochromatose, la maladie de Fabry qui peut donner aussi une CMH et qui peut donner des cardiopathies restrictives. Et puis il y a d'autres formes acquises comme encore une fois les amyloses AL ou séniles, la sclérodermie, les fibroses endomyocardiques qui sont aussi dans ce type de pathologie, la sarcoïdose et donc des formes en fait d'infiltrat cellulaire. Alors clairement ces cardiomyopathies restrictives, elles sont sous-diagnostiquées, sous-prises en considération et depuis que je travaille sur l'amylose qui donne un grand nombre en fait, de cardiopathies restrictives, je me rends compte qu'en fait ces cardiopathies restrictives, bien souvent on disait oh c'est une cardiopathie restrictive, on ne va pas faire grand-chose, de toute façon il est condamné et le bilan s'arrêtait là. Et comme l'a dit Hassan tout à l'heure, je crois que maintenant c'est bien une cardiopathie, enfin des cardiopathies où il faut aller jusqu'au bout du bilan parce que c'est là où on a la possibilité de pouvoir traiter les patients complètement différemment du point de vue cardiologique, mais mettre en place également des traitements spécifiques en fonction des traitements bien sûr que vous avez à disposition au Maroc ou à Riyad ou dans d'autres pays. Donc la particularité du point de vue physiopathologique de ces cardiopathies restrictives, c'est que le myocarde va devenir rigide. Donc on va avoir un changement en fait de la compliance myocardique avec généralement un infiltrat, on va voir du myocarde, mais c'est un des processus physiopathologiques. Et donc le sang va plus pouvoir rentrer dans le ventricule et on va avoir une augmentation des pressions de remplissage de manière très importante au niveau du ventricule. Ce qui donne ces courbes de KT ici que vous connaissez. Et vous voyez là un patient qui a une cardiopathie restrictive très importante. Alors là, il a un morphotype quand même aussi de CMH associé. Vous voyez que tout ça, en fait, c'est de l'amylose hein, et vous avez une disparition de la cavité ventriculaire. Alors, quand on parle de cardiopathie restrictive, il faut bien sûr poser en fait les définitions qui sont retenues. Et là, je vous ai mis dans cette diapositive les définitions de l'ESC et de l'AHA qui diffèrent un peu, et ce qui explique en fait les différentes formes potentielles en fait ou d'évolution dans la maladie de ces patients en fonction de l'évolution de leur phénotype cardiaque. Donc, pour l'ESC, une cardiopathie restrictive, ça doit avoir une physiopathologie restrictive. Ça doit avoir des volumes diastoliques et systoliques ventriculaires normaux ou réduits. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans la coupe anatomopathologique d'un de nos patients. Mais pour l'ESC, il faut que l'épaisseur ventriculaire soit normale, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'hypertrophie myocardique. Et là, c'est pas très clair puisqu'on ne sait pas quelle dimension est retenue ou pas pour parler de CMH. Est-ce que c'est des dimensions avec un septum par exemple inférieur à 12 ou inférieur à 15, puisque là on bascule dans la CMH, c'est pas très clair. Et puis, il suggère dans l'ESC que la FEVG donc, doit être conservée puisque les volumes sont normaux et puis qu'on peut avoir une dilatation biatriale. Alors, en pratique, dans mon expérience,
La FEVG peut être altérée dans les cardiopathie restrictives. Et la dilatation biatriale très importante, hein, c'est-à-dire des grosses oreillettes pour des petits ventricules, n'est pas en fait forcément nécessaire au diagnostic, puisque souvent dans les cardiopathies infiltratives, qui donnent donc des formes restrictives, les oreillettes vont être infiltrées et la dilatation ventriculaire, combien même atriale peut être là, elle n'est pas souvent massive comme on peut le voir dans des cardiopathies restrictives évoluées avec ces deux énormes oreillettes ballons et un petit ventricule gauche. Pour la HA, vous voyez donc on retrouve des définitions avec des points similaires sur la présence d'un profil restrictif, donc une physiopathologie restrictive finalement. Pas de dilatation ventriculaire significative, donc là vous voyez on ne vous parle pas de volume normal ou réduit, on vous dit qu'il n'y a pas de dilatation significative, mais on peut avoir une petite dilatation. Mais évidemment on s'attend à avoir un volume réduit. Et qu'il n'y a pas une hypertrophie significative, c'est-à-dire qu'elle doit être inférieure, là encore, à 15 mm. Et vous voyez que la définition d'une CMH, c'est une paroi d'épaisseur supérieure à 15 mm. Et donc la HA se place et ne laisse pas de trou, en fait, entre la CMR, la cardiopathie restrictive, et la CMH. Et on voit donc que finalement, ils sont assez cohérents dans la définition de cette cardiopathie restrictive. Donc, la HA dit aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait en évidence de constriction péricardique, hein, qui est cet engainement du myocarde par le péricarde, qui donne une autre physiopathologie et d'autres étiologies. Et il faut également que la fonction ventriculaire soit normale ou un petit peu altérée. Et là, on retrouve la fonction un peu altérée du ventricule gauche. Il peut y avoir une dilatation biatriale. Donc là, vous voyez deux patients avec ce que je vous disais, donc des cardiopathies restrictives. Vous voyez ce patient effectivement avec un ventricule gauche un petit peu comme hypertrophié, un VD qui est plutôt dilaté et deux énormes oreillettes et un profil restrictif, sur une cardiopathie restrictive qui n'a pas d'étiologie retrouvée là, qui est idiopathique. Là, vous voyez un patient qui a également une petite hypertrophie, des dilatations biatriales mais pas très marquées, vous voyez, par rapport au VG et par rapport à l'autre. Et un petit épanchement péricardique, et là encore un profil restrictif. Alors, c'est bien sûr un diagnostic, vous voyez, de la cardiopathie restrictive qui est difficile dans la vraie vie, puisqu'on va avoir des formes en fait frontières, et puis des patients donc de diagnostics différentiels qui peuvent être la constriction péricardique ou bien sûr scalaire FEVG préservé, l'hypertension ou la sténose aortique du point de vue phénotypique, et aussi des patients en fait qui vont se balader en fait sur un phénotype dans le cadre de l'évolution en fait de la cardiopathie. C'est-à-dire qu'au début, on peut avoir un aspect un peu plus hypertrophique, puis après la restriction va arriver, et puis au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, on peut avoir une cardiopathie qui va être plus dilatée, le VG à ce moment-là va se dilater, et avec un profil restrictif. Donc évidemment, vous voyez, entre une cardiopathie dilatée qui a un profil restrictif et une cardiopathie restrictive, ça peut ne pas être facile. Alors ce qui va différencier, bien sûr, ces deux, c'est le volume ventriculaire, l'histoire du patient, etc. Et on a bien sûr des formes évidentes entre une cardiopathie restrictive similaire ou qui se rejoignent, entre une cardiopathie hypertrophique, notamment au niveau de l'épaisseur, et la restriction. Et donc ce qui va le différencier, c'est probablement le profil restrictif. Mais d'expérience, maintenant, on peut tout à fait avoir des cardiopathie restrictives qui peuvent rentrer dans cette définition sans forcément avoir un profil restrictif, ce qui joigne. Donc, il y a quand même une communication entre ces différents phénotypes et il faut voir le patient finalement dans son diagnostic étiologique et dans la maladie qui est derrière, plus que dans le phénotype. Et donc, ce phénotype-là, en fait, va nous attirer l'œil quand on voit un patient avec une cardiopathie restrictive, donc dans les définitions phénotypiques que je vous ai montrées, pour aller chercher les étiologies. Il ne faut pas se tromper. Alors, la diapositive ne veut pas passer. Alors, je suis désolé, je n'arrive pas à passer la diapositive. Voilà, c'est parti. Alors, du point de vue... oh là là, du coup, je vous ai fait avancer ça. Voilà. Donc, du point de vue... donc, ce qui va être important, finalement, sur cet aspect phénotypique, qui doit aider donc à lancer le diagnostic, c'est de comprendre les étiologies qui sont derrière ces cardiopathies restrictives.
Donc, dans les étiologies, on va distinguer donc les processus d'infiltration cellulaire. Ça va être des pathologies comme la sarcoïdose, le Charles-Strauss, le Wegener, où donc il y a un infiltrat cellulaire qui va venir infiltrer le myocarde. Il y a les cardiopathies restrictives qui sont liées là à une fibrose importante du myocarde ou de l'endocarde. On va avoir ça dans des processus de radiation, de sclérodermie, de fibrose endomyocardique. Puis, il y a celle où c'est une altération directe du cardiomyocyte. Donc ça, on va retrouver les points communs avec les mutations dans les gènes du sarcomère, donc dans la troponine I, qui va donner donc là une altération myocytaire. Il y a d'autres infiltrats encore, mais cette fois de substances comme le G3B ou le fer dans l'hémochromatose, qui va être soit extracellulaire, soit intracellulaire, comme dans le Fabry. Et puis, il y a tout ce grand lot qui a été complètement sous-estimé, qui est l'infiltration du myocarde, non pas par des cellules, non pas par des substances autres, mais par des protéines qui sont réorganisées sous forme d'amylose et qui vont augmenter la rigidité du myocarde. Quoi qu'il en soit, vous voyez en fait par ces petits logos qui apparaissent, c'est qu'il y a des traitements. Quand on a un infiltrat cellulaire, eh ben, on va donner principalement des immunosuppresseurs, des corticothérapies pour stopper cet infiltrat. Quand on a une sclérodermie, ça va être de même. Une fibrose endomyocardie, bien sûr, c'est la détertion. La radiation, là, c'est évidemment plus compliqué puisque c'est des séquelles radiques. Pour ce qui est des CMH, eh ben, pour l'instant, on n'a pas encore de traitement. CMH, des aspects liés aux mutations du gène de la troponine, mais on va pouvoir prendre en charge la famille. Il y a bien sûr le contexte familial et pas seulement de l'individu. Dans les amyloses, maintenant, toutes les amyloses ont un traitement, et pour celles qui sont héréditaires, il va falloir prendre en charge la famille. Et puis pour les autres, le Fabry, l'hémochromatose, il y a également des traitements, et puis une prise en charge aussi familiale. Donc vous voyez, les cardiomyopathies restrictives, on s'y intéressait relativement peu, le phénotype était peut-être pas suffisamment clair pour être bien, voilà, mais en tout cas, maintenant, on a des traitements. Et donc c'est rare de voir, au-delà bien sûr des cardiopathies dilatées, mais autant de traitements et une prise en charge aussi importante qui est individuelle, mais aussi familiale. Alors, pour les amyloses, j'ai eu l'opportunité de vous présenter déjà cette pathologie à l'AMCAR. Je vous remercie de le faire encore ce soir. C'est évident que les amyloses sont en plein boom. En France, on a une explosion maintenant des patients diagnostiqués, notamment dans la forme acquise qui est l'amylose à transthyrétine sénile qui se voit chez le sujet âgé. Je vous rappelle qu'un quart des sujets de plus de 80 ans ont des dépôts d'amylose dans le cœur de transthyrétine. Alors, ils n'ont pas tous développé une cardiopathie restrictive ou une CMH ou de l'insuffisance cardiaque, mais c'est vraiment un processus de vieillissement qui est commun. Voilà. Et puis, donc, il y a l'autre forme qui est la forme héréditaire. La forme héréditaire qui vient aussi de la protéine transthyrétine, où là, il y a une mutation dans le gène de la transthyrétine qui survient chez des femmes ou des hommes de plus de 60 ans généralement dans sa forme cardiaque. Et il y a une forme donc, qui est très commune en Afrique subsaharienne et qu'on voit également en Afrique du Nord, probablement par les mélanges de population, qui est une mutation qui s'appelle la valine 122 isoleucine. C'est une mutation dans le gène en position 122 d'une valine par une isoleucine qui va conduire à une forme quasiment exclusivement cardiaque et qui ressemble pour beaucoup à la forme sénile. Et puis, il y a une autre forme acquise qui est cette fois liée à une gammapathie, qui est liée donc à une surproduction par les anticorps de chaîne légère kappa ou lambda. Et là, on est dans le cadre d'une urgence. Aussi bien ces deux pathologies, elles vont évoluer dans le temps, et il faut souvent 5 ans pour que tous les signes apparaissent et puis qu'on fasse le diagnostic avec le retard. Dans l'amylose AL, il faut aller très très vite parce que si le diagnostic n'est pas fait, le patient va mourir. Et donc, on a un délai de prise en charge qui doit être réduit. Il va falloir aller très vite au diagnostic. Alors, comment faire le diagnostic de ces pathologies pour l'amylose AL, c'est l'électrophorèse des protides, l'immunofixation du sérum et des urines, le dosage des chaînes légères libres, kappa et lambda, et puis le test génétique qui va permettre de différencier en cas d'amylose à transthyrétine quelle est la forme, si elle est sénile ou mutée. Et puis ces tests-là, c'est pour diagnostiquer l'amylose AL. Alors vous voyez là l'électrophorèse qui est ici, qui est comme ça qu'on va rechercher la gammapathie, mais en fait, comme c'est une gammapathie à chaîne légère, l'électrophorèse est généralement normale
et il faut la compléter absolument par l'immunofixation, qui est une sorte de western blot, qui vous donne là, par exemple un pic kappa associé à une IgG, et puis le dosage des chaînes légères libres qui est pondéral et qui permet de suivre après les patients pour le diagnostic. Et dans les urines, on fait exactement la même chose, une fixation, et c'est ce qu'on appelle la protéinurie de Ben Jones, c'est-à-dire quand il y a une chaîne légère. Alors les amyloses, elles ont des particularités, mais avec une grande hétérogénéité suivant les étiologies, suivant ces trois causes, et dans l'évolution aussi des malades, ce qui fait qu'on est passé à côté, clairement, en tant que cardiologue. Hein. Dania me connaît bien, mais il y a 10 ans, je ne connaissais pas grand-chose à l'amylose. Maintenant, ça dirige un petit peu ma vie, en dehors de mon épouse, bien sûr. À l'ECG, donc dans le cadre de l'amylose, vous allez avoir un microvoltage, mais qui est présent chez moins de 30% des patients. Donc, c'est une réduction en fait de la taille des QRS de 5 mm dans les standards et de 10 mm dans les précordiales, dans moins de dérivations, et qui peut s'associer également à des ondes Q en antérieur qui sont liées en fait à la quantité de dépôts qui vont mimer en fait un infarctus du myocarde. Souvent, ces signes peuvent être associés à une élévation de la troponine, puisqu'il y a mort cellulaire en fait, dans le cadre d'une amylose, puisque les dépôts d'amylose vont encercler les cardiomyocytes et les tuer. Ce qui fait que souvent, ces patients-là vont arriver aux urgences pour une prise en charge, ils vont être essoufflés. L'échographie va retrouver une FEVG qui semble normale, un petit épaississement. L'ECG ne va pas forcément être très évocateur ou contrasté entre un microvoltage et une hypertrophie. Et l'ECG, donc on peut avoir une onde Q, une troponine, et les patients élevés vont être aiguillés vers un syndrome coronaire aigu qu'ils n'ont pas, mais ils ont une amylose. L'échographie va retrouver une hypertrophie donc biventriculaire, mais qui peut être modérée, et particulièrement dans les formes les plus agressives, qui sont chères à Dania, les formes AL, où là, en fait, la toxicité des chaînes intramyocardiques est vraiment majeure et l'hypertrophie n'est vraiment pas importante. Alors que dans les amyloses à transthyrétine, on va plutôt avoir un tableau de CMH puisque la protéine infiltrative est moins toxique, l'hypertrophie va être plus conséquente. Donc, envoyer un patient essoufflé avec une CMR, avec une cardiopathie restrictive, la première chose finalement à faire, c'est éliminer une amylose AL, puisque là, il y a vraiment une urgence vitale, et en 6 mois, si on ne prend pas le patient en charge, il est mort. Donc, hypertrophie biventriculaire, modérée dans l'amylose AL, dilatation biatriale, mais également modérée par rapport aux autres types de patients que je vous ai montré tout à l'heure, et puis un profil restrictif et un patient très symptomatique, ça sent l'amylose AL. Alors, les autres examens qu'on fait, ça va être l'IRM cardiaque, bien sûr, si vous l'avez à disposition. Vous avez des très bons centres au Maroc, où vous avez donc ce rehaussement tardif qui peut être diffus ou sous-endocardique avec une augmentation du T1. Le strain, j'ai oublié de vous le dire, à l'échographie va être très intéressant puisqu'il va donner cet aspect qu'on appelle l'apical sparing avec un aspect en cocarde. Et vous voyez donc il y a une diminution du strain au niveau de la base pour une préservation à l'apex. Il y a un autre examen qui s'est imposé maintenant en France et qui est énormément pratiqué par les cardiologues, qui adresse bien sûr les patients des centres de médecine nucléaire. Et je suis surpris de voir à quel point la scintigraphie a même devancé en fait la pratique de l'IRM cardiaque en France, notamment chez les sujets âgés qui ont souvent eu des pacemakers et des troubles conductifs, bien sûr, à cause de leur amylose. Et c'est en train de supplanter vraiment pour cette indication l'IRM qui, à mon avis, est quand même très importante et de la faire en même temps, mais il y a des problèmes d'accessibilité à l'IRM cardiaque en France. Donc cette scintigraphie, elle va être intéressante puisqu'elle est quasiment toujours positive dans une amylose à transthyrétine, 99,9% des cas. Il faut se méfier parce qu'elle peut être positive dans 10% des amyloses à elle. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une scintigraphie positive qu'on a une amylose à transthyrétine. On peut avoir une amylose à elle. C'est pour ça que la scintigraphie ne peut s'interpréter que si vous avez fait tous les dosages nécessaires pour rechercher une gammapathie. Autrement dit, vous avez une scintigraphie osseuse sans gammapathie, c'est une amylose à transthyrétine. Il ne vous reste plus qu'à faire le test génétique s'il est à disposition pour pouvoir identifier une amylose sénile ou une amylose héréditaire. Si vous avez une scintigraphie normale avec une gammapathie, attention, il n'y a pas de fixation cardiaque avec la scintigraphie, eh ben, c'est probablement à ce moment-là une amylose AL si vous avez un patient symptomatique essoufflé avec une HVG, etc., avec un tableau de CMR et une scintigraphie normale et une gammapathie, c'est l'amylose AL. Il faut se méfier, il faut l'adresser à un centre de compétences pour gérer ce genre de patient. Et si vous avez une fixation cardiaque et une gammapathie, ben là, vous ne pouvez pas dire. Ça peut être soit une amylose sénile qui a une gammapathie, soit une amylose AL
qui a une fixation myocardique. Et là, il va falloir aller jusqu'à la preuve histologique, c'est-à-dire la réalisation d'une biopsie des ganglions salivaires ou une biopsie myocardique. On va voir ça tout à l'heure. Alors, dans les autres cardiopathies restrictives, eh ben, il y a clairement des cardiopathies restrictives qu'on avait un petit peu ignorées. C'est toutes ces cardiopathies restrictives qui sont génétiques et qui sont liées en fait aux mêmes mutations que l'on voit dans les cardiopathies dilatées ou dans les cardiopathies hypertrophiques. Ça, c'est un travail très intéressant de l'équipe de Pablo Garcia de Madrid, où ils ont regardé chez 32 patients qui étaient en fin de vie, on va dire, de cardiopathie restrictive et qui allaient vers des bilans pré-greffe. Hein. Vous voyez, il y en a même 84% qui avaient été transplantés. Et ils ont fait un NGS, c'est-à-dire du séquençage haut débit, qui maintenant révolutionne la prise en charge génétique des patients porteurs de cardiomyopathie, où ils ont analysé 209 gènes du myocarde. Et ils ont regardé sur ces 32 patients, donc avec des cardiopathies restrictives très sévères, combien avaient des mutations dans ces gènes. Et vous voyez qu'il y avait 4 patients qui avaient une mutation dans la myosine, il y avait des desmines, il y avait des filamines C, il y avait de LMNA, donc des laminopathies, des mutations de la troponine, des mutations de LAMP, etc. Et donc vous voyez que finalement, la cardiopathie restrictive, eh ben, il y a une étiologie qui est derrière. Donc je vous ai parlé des amyloses, des infiltracellulaires, etc. Mais vous voyez que même du point de vue génétique, elles peuvent avoir une présentation de CMH. Alors du coup, en fait, comment avancer du point de vue clinique? Du point de vue clinique, ce qui va être important finalement, c'est de dire, OK, j'ai un patient qui arrive, généralement ces patients-là viennent parce qu'ils sont essoufflés. Je fais mon échographie, je vois un myocarde qui rentre dans les définitions, profil restrictif, peu hypertrophié, dilatation biatriale plus ou moins marquée, peu de dilatation du volume ventriculaire, et ben, je vais tout de suite regarder quel est son âge, quel est son sexe, quelle est son origine ethnique, parce que ça va jouer quand même dans la prise en charge de ces patients. Si c'est une jeune femme qui est d'origine subsaharienne, donc noire en fait, c'est probablement une sarcoïdose, puisque ces jeunes femmes font plus de sarcoïdose que les autres. Si c'est un monsieur qui est encore d'origine subsaharienne, qui est plutôt un homme, eh ben on va plutôt évoquer une amylose à transthyrétine héréditaire. Si c'est une femme, on va regarder la sclérodermie. Et donc, ce qui va nous aider à avancer, ça va être de s'intéresser donc au background génétique de la famille. Est-ce qu'il y a déjà des cas identiques dans la famille? Ensuite, on va regarder du point de vue clinique, il suffit de regarder le patient. Est-ce qu'il a des ecchymoses périorbitaires? Est-ce qu'il a une macroglossie? Est-ce qu'il a un syndrome du canal carpien? Est-ce qu'il a une neuropathie? Est-ce qu'il est sourd? On sait que, par exemple, la surdité, ça va évoquer éventuellement une cytopathie mitochondriale, donc j'ai été assez vite là-dessus, une maladie de Fabry ou une amylose, en fonction bien sûr de l'âge de patient. Un diabète va évoquer une maladie de Fabry ou une cytopathie mitochondriale. Pardon. Voilà. Et puis, est-ce que le patient a des troubles conductifs? Est-ce qu'il a fait des syncopes, etc. Pour les tests, je vous ai mis dans cette slide tous les tests qu'on pouvait faire pour avancer dans ces diagnostics, dans le check-up, au-delà de l'écho, bien sûr, de l'IRM, qui va nous permettre de répondre à un bilan étiologique des cardiopathies restrictives et de la scintigraphie osseuse. Donc, on va faire tout un bilan sanguin qui va comporter donc la recherche d'une gammapathie avec l'électrophorèse, immunofixation de dosage général légère libre, une hématocrite avec un blood test pour voir donc l'hyperleucocytose ou l'hypereosinophilie dans le cas des syndromes, l'hémochromatose pour rechercher donc la ferritine, et sur le test génétique, faire un TTR, un séquençage génétique du gène TTR pour rechercher les amyloses. C'est quelque chose qui se fait, dont on a le résultat assez rapidement, ou bien un NGS qui permet de quantifier un panel de gènes, mais qui est quelque chose qui est effectivement peut-être moins disponible. L'échographie, on va voir quand même des indices, hein, l'échographie qui vont nous renseigner sur un type ou l'autre. L'amylose, qui est très évocateur de l'amylose, c'est cette straine avec cette apicale spérine. Pour la sarcoïdose, l'étiologie, elle, ça va être un septum qui va être plutôt plat, avec une petite encoche sur le septum, qu'on retrouve ici, et puis un strain altéré de manière globale. Pour les cardiopathies idiopathiques, on va souvent avoir cette dilatation biatriale qu'on peut voir aussi dans les FA évolués. Hein. Faire attention à ne pas se tromper effectivement du type de cardiopathie. Donc, pour l'IRM, le marqueur qui va être intéressant dans les amyloses, mais pour identifier les amyloses, c'est le T1 mapping qui va permettre de faire la différence quand le T1 mapping est élevé. Le T1 mapping il correspond à l'envahissement du volume extracellulaire, donc à une pathologie où il y a une forte augmentation du volume extracellulaire, et donc la reine
de ces augmentations, c'est l'amylose. Et vous voyez ici donc à quel point le TA mapping traduit cette augmentation du volume extracellulaire par rapport à des cardiopathies hypertrophiques sarcomériques qui peuvent donner donc des cardiopathies restrictives ou à une maladie de Fabry où là, le T1 est très diminué. Pour la sarcoïdose, on va retrouver cet infiltrat qui prédomine au niveau du septum, avec un septum très aminci par rapport aux autres parois et un myocarde qui est beaucoup moins, bien sûr, hypertrophié que dans l'amylose. La médecine nucléaire, donc je vous ai parlé déjà de la scintigraphie osseuse dans l'amylose, et pour la sarcoïdose, on va pouvoir faire un FDG PET scan où on va retrouver ces granulés qui peuvent nous évoquer donc la sarcoïdose. Les biopsies viennent souvent confirmer le diagnostic et sont nécessaires dans les cas douteux dans l'amylose ou dans les formes L pour avoir lancé une chimiothérapie. Et dans la sarcoïdose, on va retrouver en fait les cellules épithéliales histiocytes qui représentent donc une forme un peu non caséeuse de granulome en fait de sarcoïdose. Alors, pour avancer, je peux vous présenter donc le cas clinique, si on a encore le temps, Hassan, un homme de 65 ans qui arrive donc chez nous pour essoufflement et dans un bilan précoloscopique, l'anesthésiste trouve une ONQ à l'électrocardiogramme. Il a adressé à ce moment-là au coronographiste de la clinique qui retrouve une coronographie normale et une échographie est faite et il a adressé au décours de l'échographie à Mondor. Je vous montrerai son échographie. Il est bien sûr essoufflé, il a perdu du poids, il a 65 ans, il présente une macroglossie, des signes neurologiques avec une possible neuropathie des petites fibres, mais pas de canal carpien. Vous voyez son ECG avec effectivement une ONQ. Il y a un microvoltage dans les précordiales, puisque les dérivations là font moins de 10 mm, mais également dans les standards, puisqu'elles font moins de 5 mm. Donc il est microvolté et il y a un allongement du PR, comme vous pouvez le voir ici. Donc, à l'époque, on n'avait pas la troponine hypersensible, mais il a une augmentation de la troponine T. Il a un T-proBNP qui est élevé. Donc, la troponine, là, c'est la souffrance. Bien sûr, des cardiomyocytes, on va voir après, bien sûr, quel est le diagnostic, vous vous en doutez. Voilà son échographie. Donc, on retrouve là une hypertrophie quand même du myocarde, donc, mais qui n'est pas forcément supérieure à 15 mm. Donc, il peut rentrer tout à fait dans les cardiopathies restrictives. Il a un profil qui est restrictif, avec un nœud sur A supérieur à 2 et un strain qui est très altéré avec un aspect en cocarde qui évoque donc un apical sparing et une amylose. L'IRM va confirmer là le diagnostic de l'amylose et on voit un rehaussement complet en fait des oreillettes qui sont très évocatrices d'amylose, donc qui témoignent aussi de l'infiltrat en fait des oreillettes, ce qui explique que les oreillettes se dilatent dans l'amylose. C'est un facteur pronostique que Dania a montré, cette dilatation ventriculaire, mais pour autant ce n'est pas des oreillettes énormes comme on a pu voir dans d'autres cardiopathies. Sa scintigraphie osseuse, elle est normale. Vous voyez, il n'y a pas de fixation myocardique. Vous voyez, pour autant, ce patient a une amylose très sévère. Donc, votre diagnostic cardiologique et comment faire pour avancer, il faut faire l'immunologie. Donc, là, c'est l'électrophorèse où il y a un pic dans la zone bêta 2, donc des gamma-globulines, qui est juste là, je raconte bêta 2. L'immunofixation va retrouver un pic IG et un pic dans les lambda, et le dosage des chaînes légères va trouver une augmentation pondérale des chaînes lambda, et il n'y a pas de protéinurie benjose. Donc là, on a un patient qui a une gammapathie IG lambda, et avec un excès de lambda. Donc on a poursuivi, on a fait une biopsie des glandes salivaires, il n'y avait pas de dépôt, un myélogramme où il n'avait pas de plasmocytes dystrophiques, c'est normal. On y avait fait à l'époque une biopsie ostéomédulaire qui trouvait une prolifération de plasmocytes, donc, et avec une monotypie lambda, ce qui collait bien avec le diagnostic d'amylose AL sur gammapathie monoclonale, avec une atteinte cardiaque, une macroglossie et également une atteinte neurologique. Pour confirmer le diagnostic avant de lancer une chimiothérapie, il faut un diagnostic étiologie en France qui est vraiment très important. Et donc, vous voyez, on retrouve, alors les images, vous voyez, les dépôts sont là, en fait, ils sont tout rouges autour des cardiomyocytes, et on les voit très bien ici, et vous démontre l'importance, en fait, et l'encerclement des cardiomyocytes qui sont en train de mourir. On voit des plages, en fait, où les cardiomyocytes sont en train de mourir. Donc, le traitement, on a instauré une chimiothérapie. Donc, vous voyez là, vraiment, il y a un traitement à la clé. Velcade, methylphénidate, dexaméthasone avec 9 cures. Je vous ai présenté ce patient qui est une sorte de vieux dossier parce que ce patient, il est toujours en vie. Vous voyez, on est en 2020 et je crois que c'est important de montrer que ce patient, si on ne l'avait pas traité, il serait mort. Et là, il est toujours en vie. Il a fait 2 récidives, il a pu être traité.
Mais quand on regarde l'évolution, voilà l'évolution là, vous avez des chaînes légères qui se sont normalisées très rapidement sous chimiothérapie. Les biomarqueurs sanguins qu'on utilise se sont également normalisés très rapidement. Voilà. Donc, on a des traitements, et comme je vous l'ai montré, pour la plupart des amyloses. Et maintenant, on a un nouveau traitement pour les amyloses à transthyrétine qui est le tafamidis, qui est en train de révolutionner notre prise en charge, parce que depuis 10 ans, alors maintenant, les chiffres ont encore évolué à San récemment. Là, j'ai recompté avant de quitter le service. On est à 2786 patients qui ont été entrés dans le service. Et il y en a plus de 1500 pour lesquels on a une amylose. Notre habitude était de perdre 50% de nos patients tous les 3 ans, c'est-à-dire 50%. Médiane de survie, c'était 3 ans. Depuis qu'on a ces chimiothérapies, et depuis qu'on a le tafamidis dans les amyloses à transthyrétine, on est considérablement en train d'améliorer le pronostic de ces patients. Donc, j'espère que vous l'aurez rapidement au Maroc, je vous le souhaite. Et c'est en train vraiment de changer notre prise en charge et on est en train de nouveau d'évoluer dans notre organisation pour pouvoir gérer tous ces patients chroniques qui n'étaient malheureusement plus vivants rapidement. Voilà. Donc, les cardiopathies restrictives, elles sont mal reconnues. On ne phénotype probablement pas assez les cardiomyopathies en essayant de les classer sous ces phénotypes. Donc, il faut le faire, en fait, c'est-à-dire il faut pouvoir mettre ces patients dans des cases, mais ce n'est pas seulement de mettre dans des cases pour fermer le tiroir, il faut l'ouvrir, il faut ouvrir les pages pour aller chercher les étiologies. C'est comme au souk, Dania, il faut aller chercher la babouche qui nous intéresse et il faut fouiller pour trouver la bonne. Et là, c'est pareil. Il faut aller se donner les moyens pour identifier l'étiologie qui est derrière et engager, donc, bien sûr, le traitement et la prise en charge cardiologique adaptée qui va complètement différer, puisque notamment dans le cas des amyloses, on ne va pas mettre de bêta-bloquants, etc. Et il y a une réelle place, vraiment, un développement en fait, des tests génétiques, de l'imagerie multimodalité pour avancer dans le diagnostic. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long, Hassan, et je pense qu'on sera tous ravis, tous les trois, de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Thibaut pour cette excellente synthèse. Vraiment, à t'écouter, on dirait que c'est facile de faire le diagnostic et positif et étiologique. Mais j'espère qu'après ta communication, on sera beaucoup mieux au Maroc et qu'on fera plus de diagnostics et aussi que